Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Gazoduc africain Atlantique Nigeria-Maroc, un levier d'intégration régionale, fruit d'une vision royale stratégique. Hier, Sa Majesté le Roi a eu à ce sujet un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale du Nigeria. Dans ce journal, zoom sur ce grand chantier africain, à même d'insuffler une dynamique à l'économie des 10 pays qu'il traverse. Rubrique Cannes 2023, ce soir dans votre capsule footballistique quotidienne. Nous parlerons de l'état d'esprit des Lions de l'Atlas à quelques heures du match qui les opposera ce soir à 21h à la Zambie. Et nous ferons également le point de tous les matchs de la journée. En fin de journal, nous irons à Tanger à la rencontre d'Ahlam Lemsfor qui présente ses nouvelles œuvres. Des créations hautes en couleurs, une belle représentation de l'art abstrait où ce sont les couleurs qui semblent dicter le cheminement artistique à emprunter. Bonsoir à tous. C'est un projet structurant pour le continent, le gazoduc Maroc-Nigeria. Hier, Sa Majesté le Roi a eu à ce sujet un entretien téléphonique avec le président de la République fédérale du Nigeria. À terme, ce méga chantier promet d'amorcer un décollage économique sur toute la bande atlantique. Il sera bénéfique aux économies des 10 pays qu'il traverse. Un chantier ambitieux à fort impact socio-économique, fruit des orientations stratégiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le projet prend un nouvel élan sous l'impulsion royale avec la mise à niveau de la façade atlantique. Reda Labidi, Hanan Chemrah et Mariam Missi. الواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصاص ملموس في البنيات التحتية والاستثمار. En dépit de la qualité de ses ressources humaines et de l'abondance de ses richesses naturelles, l'Afrique atlantique accuse un important déficit en matière d'investissement. Afin de remédier à cet état de choses, nous œuvrons de concert avec nos frères en Afrique et l'ensemble de nos partenaires à l'élaboration de réponses pratiques et efficientes adossées à la coopération internationale. Une orientation royale qui met sur les rails l'un des chantiers titanesques de l'Afrique de l'Ouest. Acheminer de l'énergie le long de la façade atlantique, des champs gaziers du Nigeria à l'Afrique du Nord et jusqu'en Europe. Un méga projet stratégique profitable à quelques 440 millions d'Africains. Bien plus qu'une simple infrastructure énergétique, le projet est un modèle d'intégration économique régionale sur l'ensemble de l'espace afro-atlantique. L'Afrique atlantique, c'est 23 pays, l'équivalent de 46% de la population africaine. Investir cet espace hautement stratégique, c'est créer de la richesse, du développement et un rayonnement mondial au niveau de cette zone géographique. Ce méga-projet consiste à établir un espace afro-atlantique fort et prospère. Le pipeline profitera de la nouvelle stratégie atlantique du Maroc. Il devra permettre de consolider et d'intégrer les économies des pays traversés. Étendu sur 4000 km, le tracé du pipeline est prévu pour transiter par une dizaine de pays. Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Gambie, Sénégal, Mauritanie, Espagne. Une connectivité énergétique interrégionale doublée de perspectives économiques stimulantes pour l'Alliance atlantique. Le co-développement est au centre de la vision atlantique de Sa Majesté le Roi. Le Maroc affiche sa volonté de se tenir près des États africains afin de libérer les énormes potentialités de la région atlantique dans tous les domaines et créer une dynamique vertueuse aux industries émergentes. Transformer le paysage économique du Sahel en zone de prospérité et de stabilité, voilà l'illustration de l'engagement constant du Royaume à l'égard des principes de solidarité sud-sud, de l'unité et du destin commun. Une initiative royale à fort impact économique et stratégique qui changera à jamais le visage du continent. Le Maroc attire les investisseurs opérant dans des domaines de pointe. Anador, le groupe industriel chinois Aeolon, spécialisé dans la fabrication de pales éoliennes nouvelle génération, a lancé son projet d'investissement. C'était lors d'une cérémonie inaugurale marquant le début de la construction de sa nouvelle usine. C'est un reportage de Rachid Leitsabi avec Zakaria Moukenbillah.
Des perspectives prometteuses pour les énergies renouvelables et l'industrie éolienne s'annoncent au Maroc. Une nouvelle usine de fabrication de pales éoliennes du groupe chinois Eolon verra bientôt le jour à la zone d'accélération industrielle située près du port de Nador Ouest Med. Sur une superficie de 50 hectares, ce nouveau centre de production sera le 6e de l'entreprise et le premier en dehors de la Chine. L'usine d'Eolon à Nador sera équipée des technologies les plus avancées pour répondre aux besoins croissants de l'industrie éolienne au niveau international. Nous avons choisi d'investir au Maroc en raison de plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'amitié entre nos deux pays. En plus, le royaume offre une stabilité politique et économique, permettant à Eolon de se concentrer pleinement sur ses activités de production. Il y a également sa proximité de l'Europe, mais le plus important est le climat d'affaires favorable du royaume. Ça répond aussi à l'ambition de Sa Majesté d'avoir une stratégie du renouvelable au Maroc, notamment par l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Et également, il répondra à nos besoins en pales d'éoliennes pour tous les grands projets d'hydrogène vert. Ce projet est l'un des premiers projets validés par la Commission nationale des investissements, instaurée par la nouvelle charte de l'investissement, opérationnelle depuis l'année dernière. Ces 2 dernières années, nous avons l'arrivée en force de l'investissement chinois au Maroc et ces entreprises chinoises s'attaquent au secteur de développement prioritaire. Je pense que tous les Chinois, des entreprises chinoises, des investisseurs chinois, ils se sont rendus compte de l'attractivité croissante du Maroc auprès des investisseurs internationaux. Cette nouvelle unité sera la plus grande du genre dans la zone euro-africaine, avec un investissement de 220 millions d'euros, permettant de créer 3300 emplois dans la région. Le projet contribuera ainsi au développement économique de Nador et de l'écosystème industriel énergétique national en général. Les investissements sont également de nature éducative. Rabat compte aujourd'hui un nouvel établissement d'enseignement privé, partenaire de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il s'agit du groupe scolaire Jacques Chirac. L'établissement a inauguré son nouveau lycée en présence notamment de Madame Claude Chirac, la fille cadette de l'ancien président français, feu Jacques Chirac. Les développements avec Maria Aoued. Il fut l'ami du Maroc, une amitié indéfectible partagée par le royaume et par tous les acteurs de la société civile. Fervent défenseur du système éducatif et de l'égalité des chances, le président français de la Ve République a marqué son temps. À Rabat, un lycée est dédié à sa mémoire et à son engagement. L'établissement compte plus de 1000 collégiens et lycéens qui tous ont à cœur la réussite. Très heureuse et très émue surtout d'être ici aujourd'hui. J'étais déjà venue en 2019 pour inaugurer, c'était d'ailleurs quelques jours avant la mort de mon père, pour inaugurer le collège Jacques Chirac. Je suis aujourd'hui, quelques années plus tard, à l'inauguration du lycée Jacques Chirac. C'est donc une très grande émotion. Connecté et pluridisciplinaire, le lycée met en avant des valeurs humanistes au service d'une jeunesse vaillante et confiante. Avec sa politique linguistique dans l'air du temps qui fait la part belle à l'arabe, l'établissement souhaite mettre en lumière l'aspect cosmopolite de son enseignement. Il y a ici un projet pédagogique qui repose bien sûr sur le français, mais aussi sur la langue arabe. Il y aura un bac français international français-arabe, sur l'enseignement de l'anglais, sur l'enseignement de l'espagnol. C'est un établissement qui a un certain nombre de particularités. C'est un établissement très porté sur le multilinguisme, le digital, l'innovation. C'est un établissement qui est là pour promouvoir pour les élèves, au bénéfice des élèves, le plaisir d'apprendre autrement. Réparti sur 4 cycles allant de la petite section au baccalauréat, le groupe scolaire demeure fidèle à la maxime de son inspirateur, selon laquelle on ne s'élève dans la vie que par la connaissance et l'éducation. Cannes 2023 au programme de votre rubrique spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Ce soir, les derniers ajustements de Walid Regragui et les préparatifs des Lions de l'Atlas avant d'entamer leur 3e et dernier match de poule. Ce soir à 21h, la sélection marocaine de football déjà qualifiée au 8e de finale affrontera la Zambie. Le match s'annonce serré. Voyons tout cela avec Bob Kervoun-Rabret.
Après le match intense qu'ils ont livré face à la RDC, les Lions de l'Atlas sont appelés à rugir face aux Chipolopoulos s'ils veulent rester dans la ville balnéaire de San Pedro et envoyer un message sans équivoque à leur prochain adversaire. Les protégés de Walid Regragui, qui sont sortis indemnes de leur premier test sérieux en cette CAN face à la RDC, doivent rectifier le tir dans cette compétition dont le rythme monte crescendo. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi savent qu'ils ne doivent pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car dans ce genre de rencontre, même les petits détails comptent. Attention au carton jaune. On va essayer d'être intelligent parce qu'on a des joueurs, les randoms des cartons jaunes aussi. Et s'ils prennent un carton jaune, ils peuvent être suspendus pour le 8e de finale. Donc, et j'ai confiance aussi en mon groupe, Jinab 27, c'est pour que tout le monde puisse donner quelque chose. Et la Zambie, bien sûr qu'on va les respecter. C'est une équipe parce qu'elle a besoin de se qualifier. Donc, ça va pas être un match facile. Maintenant, c'est d'aller chercher la première place. Voilà, il faut pas se relâcher sur ce dernier match. Voilà, il faut rester compétitif. Et puis il y a d'autres équipes qui sont pas encore qualifiées. Il s'agit de la 19e confrontation entre les deux sélections. Le Maroc a battu la Zambie à 9 reprises, concédé 3 nuls et battu 6 fois. Les Chipolopoulos chercheront la qualification après avoir été acculés au partage des points par les Tanzaniens, un partout, lors de la 2e journée. Le sélectionneur de la Zambie indiquait que ses joueurs vont défendre crânement leur chance face aux Lions de l'Atlas pour arracher leur ticket des 8e. Au programme des matchs ce soir, dans le groupe F donc, Maroc-Zambie, c'est à 21h, Tanzanie-RDC 21h, et puis dans le groupe E, la Namibie joue le Mali et l'Afrique du Sud joue la Tunisie. Qualification 8e de finale de l'Angola, Burkina Faso et Mauritanie. Au terme d'un match héroïque face à une Algérie décevante, la sélection mauritanienne de football a signé hier soir un exploit historique et composté son billet pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mettant à profit un jeu collectif des plus impressionnants. Au grand bonheur des millions de supporters, Mohamed Lahyali a inscrit le but de la victoire à la 37e minute face aux Verts, ce qui a valu au Morabitoun une place de meilleur 3e avec deux équipes moins bien classées qu'elle, la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'Angola a battu le Burkina Faso 2-0 et les deux équipes se sont qualifiées pour les 8e de finale grâce au but de Mabouloulou, 36e et Zini, 92e. L'Angola termine en tête de son groupe avec 7 points devant le Burkina Faso, 2e avec 4 unités. L'Angola jouera les 8e de finale contre l'un des meilleurs 3e des groupes B, E ou F. Ça sera le 27 janvier. Le Burkina Faso jouera contre le leader du groupe E le 30 janvier. Pour continuer de parler CAN 2023, nous rejoignons tout de suite par téléphone Amine Lamri, journaliste sportif. Bonsoir. Le Maroc est déjà en 8e de finale. Il défiera ce soir à 21h la Zambie. Plusieurs raisons pour les Lions de l'Atlas de remporter cette rencontre, confirmer leur statut de favori et finir en tête de groupe, mais encore Amine Lamri. Bonsoir Oumaima. Oui, c'est un match important, même si le résultat escompté, le premier objectif de cette participation, qui est de passer le premier tour, est déjà atteint. Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui pourraient motiver Walid Regragui et ses hommes pour aller chercher une victoire face au Chipolopoulos. D'abord, asseoir sa domination sur ce groupe en étant favori avant le tournoi. Ensuite,
permettre de se donner la possibilité de rester à San Pedro et donc garder les mêmes repères, garder les mêmes terrains d'entraînement, le même hôtel, etc., sans avoir à faire de déplacement. Ensuite, on pourrait rendre un service inestimable à la Côte d'Ivoire, qui attend aussi que le Maroc gagne pour qu'elle puisse se qualifier en tant que l'un des meilleurs troisièmes. Mais c'est surtout pour envoyer un message très fort aux autres concurrents, aux autres équipes, que le Maroc est bien là et bien favori pour remporter cette coupe, Inch'Allah. Les Lions de l'Atlas auront l'avantage de jouer en nocturne, contrairement aux 2 précédentes rencontres, mais ils auront affaire à une sélection zambienne qui cherchera elle aussi la qualification. Le match s'annonce-t-il serré ? Oui, bien sûr. Pas seulement parce que c'est la Zambie ou c'est le Maroc, mais en voyant les résultats et les matchs, le déroulé de tous ces matchs en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette CAN, on voit très bien que les gaps se sont réduits et que le niveau du football africain a nettement connu une amélioration exponentielle, notamment de ce qui était connu avant, entre guillemets, comme étant des petites sélections. Elles ne sont plus petites, elles sont grandes maintenant. Et je pense que aucune des 24 équipes qui sont qualifiées pour cette CAN ne s'est qualifiée par chance ou par démérite. Au contraire, elles méritent toutes d'être là. Et je dirais même plus que sur les 24 méritent d'être en 8e de finale. Mais après, le football est une compétition. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Et donc, je pense que ce serait une erreur de sous-estimer ou de prendre de haut un adversaire, quel qu'il soit dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et heureusement, il n'y a aucun blessé du côté des Lions de l'Atlas. Walid Regragui aura un banc de touche au complet. Est-ce qu'on s'attend à des changements ce soir avec l'entrée de nouveaux joueurs ? Oui, on pourrait s'attendre peut-être à l'incorporation, de la titularisation, on va dire, de Nossail Mazraoui, qui est apparemment prêt pour ce 3e match sur le flanc gauche. Peut-être quelques changements aussi par le choix d'hommes. On parle par exemple de Adli, par exemple, à la place de Bouffel, mais tout ça, c'est une stratégie que met en place Walid Regragui, parfois à quelques minutes avant de dévoiler sa liste de titulaires. Donc je pense que c'est plutôt la stratégie du match, c'est l'animation offensive et défensive qui vont être les plus importants, beaucoup plus que le choix d'hommes, car rappelons-le, dans cette liste de 27 joueurs, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup de talent, et il y a surtout beaucoup de volonté. Et c'est la CAN des surprises cette année. Plusieurs prétendants au titre ont plié bagage dès le premier tour. Je pense au Ghana, l'Algérie et le Mozambique. La Côte d'Ivoire, pays hôtelier, au sort de la rencontre de ce soir Maroc-Zambie. Qu'est-ce qui explique tout cela ? Justement, c'est qu'il n'y a plus d'étage, on va dire, il n'y a plus de différence dans ce football africain. Énormément de sélections et de pays, de nations africaines ont choisi d'investir, à l'instar de la Mauritanie par exemple, ont choisi d'investir dans le football parce que c'est un vecteur de développement important. C'est un magnifique moyen d'avoir de l'espoir, de la joie. On l'a tous vécu pendant le mondial du Qatar, par exemple, en 2022, et par extension, tout le continent africain l'a vécu. Maintenant, je pense que le rôle de la Fédération royale marocaine de football a été important en signant des accords, en faisant des échanges, notamment dans la formation et dans l'aide logistique et infrastructurelle. Et je pense que maintenant, des équipes comme la Mauritanie, des équipes comme la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, sont en train d'en récolter les fruits et ça ne fait que commencer. Je vous le dis tout de suite, s'il y a aujourd'hui des nations qui sont dans une zone de confort ou qui ne suivent pas le rythme, eh bien, figurez-vous que en 2025, dans 2 ans, quand Inch'Allah, le Maroc va abriter la Coupe d'Afrique, il y aura beaucoup de surprises avant même le début du tournoi parce qu'il y aura d'autres sélections qui vont être éliminées, qui n'auront plus le droit, on va dire, et leur droit de participer déjà à la Coupe d'Afrique. Les billets seront très très chers. Amine El Amri, journaliste sportif, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. La galerie de la Croix de Tanger accueille les œuvres nouvelles d'Ahlam Lemsfor, longtemps considérée comme une artiste figurative pour qui la nature et sa représentation ont toujours été le socle de toute sa création initiale et se confronte aujourd'hui à une nouvelle tendance très proche de l'abstraction où ce sont les couleurs bleu, blanc et noir qui semblent guider toute sa nouvelle route à suivre. Anissa Boumedi, Saïd Najah avec Dominique Orlando.
Quel est donc le nom de ce rivage encore inconnu sur lequel est venu se pencher l'artiste Lamsafor à l'occasion de ce tout nouveau voyage pictural qui débute comme lors d'une traversée en mer? Le bleu et toutes ses variations y est omniprésent. Serait-ce celui de Chefchaouen ou tout simplement celui de Tanger, bien connu pour réussir à capturer la lumière du soleil? Cette exposition à la Galerie de la Croix a un double sens par rapport à moi, parce que c'est une galerie mythique qui a vu passer pas mal d'artistes et aussi dans une ville qui est aussi mythique et pleine d'histoires. La ville elle-même a vu défiler pas mal d'artistes et de penseurs et d'intellectuels de tous bords, que ce soit de tous les continents. La couleur est une vraie priorité pour l'artiste, en particulier le bleu dont l'importance est capitale au Maroc. Le bleu a une dimension patrimoniale, elle fait référence également à l'océan, au littoral, au ciel. Il y a de la modernité dans sa façon d'utiliser justement la couleur. On constate d'un tableau à l'autre une iconographie très particulière où la géométrie des formes étonne par sa dimension presque architecturale. Un travail à la fois brut et très délicat qui invite à toutes les voies de compréhension possibles. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente idée des programmes sur Al-Oula.